Bonjour et bienvenue dans l'Ivresse de lire, mon journal de lecture, un journal évidemment particulier en ce moment étant donné cette situation de confinement, cette porte fermée derrière moi avec le soleil qui refuse d'entrer dans la maison et le virus qui reste dehors aussi. Que lire en des moments pareils? Première réponse, lire. Si on en a le temps, et pour beaucoup d'entre nous, le temps s'est ouvert, lire. Alors qu'est-ce que je lis? Comme d'habitude, il y a plein de choses en même temps, plein de choses qui entrent en écho avec le bouleversement actuel. Il sera question à la fois dans ce journal de lecture de bulles, rester dans sa bulle. Il sera question de désir. Il sera question aussi de voyage. Voyage impossible en ce moment. Donc voyageons par l'imaginaire, ou dégoûtons-nous du voyage par l'imaginaire. Puis il sera peut-être aussi question de guerre et de poésie, et de mémoire. Bref, il sera question de plein de choses. La bulle. Commençons par ce livre-là, c'est un livre immense par sa taille, et ça c'est que le premier tome de Bulle, de Peter Sloterdijk, je ne sais pas du tout si je prononce juste son nom, Bulle qui est le premier tome des Sphères de Sloterdijk, qui est un ouvrage philosophique réfléchissant la bulle, les objets de forme sphérique, et dans le début que j'ai lu pour l'instant, il est question de cette bulle originelle, retrouver, c'est ce que nous devons vivre en nous coupant de la société, retrouver l'unité originelle, retrouver cette bulle de départ, ce souffle de départ. Il y a notamment des réflexions autour du souffle de Dieu et Adam, le premier homme, qui lui renvoie son souffle, créant une unité entre les deux, ou un autre passage où il évoque l'échange du cœur entre Sainte Catherine de Sienne et Jésus, qui donne son cœur à Sainte Catherine de Sienne pour qu'elle vive pleinement avec celui qu'elle aime. Alors cet échange physique, évidemment, aujourd'hui, il est un peu impossible, mais cet échange des cœurs, cet échange des solidarités, cet échange de ce qui est essentiel est important. Alors je m'écarte sans doute de la pensée de Peter Sloterdijk, mais il y a sans doute à repenser ou à penser ce qui généralement ne l'est pas, cette petite bulle dans laquelle on se trouve et qui est si fragile. Une bulle, ça éclate et ça tue. Donc, première lecture, ça vous prendra du temps si vous vous y lancez. J'ai que le premier tome, les deux autres doivent être d'une taille à peu près comparable à celle-ci. Donc voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'illustrations dans ce livre. Donc même si c'est écrit tout petit, on a des respirations. Et on a besoin de respirer, comme le souffle d'Adam et de Dieu. Voilà donc un premier livre. Continuons avec d'autres livres du moment. Je parlais de bulles. Je voulais parler de désir. C'est dans les aperçus de George Didier Huberman que j'ai quasiment terminé. Le dernier chapitre porte autour du désir. Le désir à partir
d'une œuvre d'art, à partir d'un détail aperçu, à partir d'un rien, comment naît le désir, comment il se cristallise en ces périodes de confinement, de solitude. Que devient le désir? Le désir est-il en train de baisser ou au contraire de prendre de la vigueur? Un désir qui ne pourra qu'éclater au moment où nous serons libérés, où la vie reprendra son cours d'une manière sans doute différente, mais sans doute plus attentive au désir. Cette attention à l'expression du désir, à la manière dont le désir naît en nous, on trouve des réflexions très intéressantes sur cette question-là, donc dans les aperçus de Didier Huberman. Puisqu'il est question de désir, je continue avec la suite de ma lecture de la Pléiade Pérec. J'en suis là aussi presque à la fin, en fait à la fin, mais il me reste 2, 3 textes en marge de ce livre-là, d'un livre qui s'appelle Les Revenantes. Les Revenantes, écrit Revenentes, c'est un livre écrit après la disparition, cet exercice de style absolument fascinant autour de l'absence de la lettre E. Dans Les Revenantes, Georges Perec fait l'inverse, il ne met que des E. Mais le côté virtuose de la disparition disparaît un peu parce que dans Les Revenantes, il ne fait que de tricher. C'est-à-dire qu'il y a toujours des E, mais il distord la langue, il commet des fautes innombrables dans son écriture même, donc l'objet langue est maltraité. Et il est question de désir, ce qui est décrit dans le dernier chapitre des Revenantes de Georges Perec, c'est une orgie sexuelle absolument totale, tout à fait pornographique. Alors, lire ce genre de choses dans cette situation où justement le désir est mis à distance, a quelque chose de très jouissif. On jouit à la fois de cette langue qui s'amuse et de ces corps qui s'entremêlent exactement à l'inverse de ce que nous devons faire en ce moment, c'est-à-dire tenir nos distances, pas être à plus ou à moins de 2 mètres d'une personne autre que nous-mêmes. Là, on a au contraire des corps qui s'entrepénètrent de manière absolument désordonnée, même si c'est censé être mis en scène pour voler les bijoux ensuite de l'évêque, parce qu'en plus ça se passe dans des milieux ecclésiastiques qui sont pervers au possible. Le mot pervers est un mot qui n'a que des E. Bref, il y a quelque chose de très jouissif à lire ça. C'est sans doute pour Pérec un moyen de lâcher la pression après cette contrainte, et nous vivons dans la contrainte actuellement, cette contrainte qu'a été la disparition. Donc un livre plaisir. Parmi les autres livres que j'ai soit en cours, soit à peine commencé, soit presque terminé, il y a toujours Les Amnésiques de Géraldine Schwartz, où il est question de l'après, question qui se posera après cette crise du coronavirus. Qu'est-ce qui se passera quand les choses reviendront à la normale? Reviendront-elles à la normale ou seront-elles différentes? Que se passe-t-il après une crise? La crise ici, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une crise longue, épouvantable, incomparable par rapport à celle que nous vivons là. Le président Macron parlait de guerre pour qualifier la situation actuelle, il n'a sans doute pas tort.
Sauf que cette guerre, elle se fait avec un ennemi totalement invisible. Là, l'ennemi, il était là. L'ennemi, il était là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe dans ce texte-là de son histoire familiale, fille d'un Allemand et d'une Française, à l'histoire plus générale, à comment on a évoqué la guerre après, en France et surtout en Allemagne, comment on a oublié, comment on a minimisé, comment on s'est dit qu'il fallait revenir à la normale. Et je crains que ce soit ce qui arrive après cette crise que nous vivons. Une crise qui pourtant révèle les failles de notre société. Revenir à la normale. Or, après une telle crise, en tout cas après celle qui est décrite dans Les Amnésiques de Géraldine Schwartz, revenir à la normale, est-ce vraiment possible? Sinon, je lis des romans où il est question de voyage. Bien sûr, le voyage, là, c'est perturbant parce que on peut pas. Mais quand même, alors j'ai commencé, j'ai lu 2 pages, donc je peux pas vous en dire grand-chose. Le Amazonia de Patrick Deville, où d'emblée on se place sous le patronage de Blaise Cendrars, donc ça commence bien, et où on entre dans cette région de l'Amazonie, région qui aujourd'hui est menacée, dans ce qu'elle a de totalement loufoque, de totalement indiscipliné, et pleine de plein de choses qui se chevauchent. Ces 2 premières pages, il y a déjà 1000 références, il y a déjà plein de pistes qui sont ouvertes. Donc je me réjouis de parcourir cette Amazonie pour de faux, parce que justement, en période d'immobilité, ben, s'imaginer des voyages, voilà peut-être une manière de, de tenir le coup. Ou alors, on peut se dégoûter totalement du voyage en lisant Le voyage au bout de la nuit de Céline. Le voyage au bout de la nuit, ça donne pas tellement envie de prendre le bateau et de se faire traiter de traître, de partir du côté de l'Afrique coloniale ou dans les passages où j'en suis, du côté des États-Unis, de l'époque du Fordisme, des grandes usines, période où on vous considérerait en tant qu'être humain comme des animaux, et la manière extrêmement fine et violente avec laquelle Céline décrit cette déshumanisation est là aussi absolument fascinante, et à lire, absolument à lire et à relire Le voyage au bout de la nuit. Voyage, un autre voyage, c'est ma lecture à haute voix du Seigneur des Anneaux. Là aussi, je lis à haute voix tout seul dans mon appartement. C'est une forme de folie douce. Il est question de voyage. Aussi, j'en suis au moment où Frodon, ça qu'est, Frodo Baggins, va partir en voyage avec l'anneau. L'anneau de pouvoir, ce tout petit objet si dangereux. Ce petit objet si dangereux, tiens. Là encore, se débarrasser de ce petit truc pour sauver le monde. Il y a peut-être des choses qui résonnent, encore une fois. Il part en voyage, c'est la grande aventure, mais c'est la grande peur aussi. Et donc là aussi, cette histoire qui se passe dans un monde totalement imaginaire, la voilà qui
vient à nouveau coller à notre réalité actuelle. Et puis, pour terminer, toujours mes petits extraits d'Apollinaire. Lire simplement cette poésie qui rejoint l'idée du désir dont je parlais tout à l'heure, mais aussi cette autre forme de confinement qui a été la guerre. Un confinement où on était nombreux, certes, mais quand même, on était coincés dans les tranchées. Et on ne pouvait s'en échapper, sinon, en risquant sa vie, on risquait sa vie même en y restant. Donc cette situation de guerre qui nous paraît si lointaine, mais nous vivons de fait d'une manière qui est celle des temps de guerre actuellement, ce rapport poétique entre la guerre et le désir résonne là aussi encore plus fort. Je vais vous lire le poème que j'ai lu hier et qui m'a touché en le lisant, parce que peut-être que l'expression qui vient à la fin de chacun des vers de ce poème-là sont des mots à dire, à redire, à répéter constamment en ce moment. Il s'agit de 3 petits mots. Mon très cher petit loup, je t'aime. Ma chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime. Sein gauche si rose et si insolent, je t'aime. Sein droit si tendrement rosé, je t'aime. Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé, je t'aime. Mamelon gauche, semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître, je t'aime. Nymphe hypertrophiée par tes attouchements fréquents, je vous aime. Fesses exquisement agiles qui se rejettent bien en arrière, je vous aime. Nombril semblable à une lune creuse et sombre, je t'aime. Toison claire comme une forêt en hiver, je t'aime. Aisselle duvetée comme un cygne naissant, je vous aime. Chute des épaules adorablement pures, je t'aime. Cuisse au galbe aussi esthétique qu'une colonne de temple antique, je t'aime. Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains, je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours, je t'aime. Pieds savants, pieds qui se raidissent, je vous aime. Reins chevaucheurs, reins puissants, je vous aime. Taille qui n'a jamais connu le corset, taille souple, je t'aime. Dos merveilleusement fait et qui s'est courbé pour moi, je t'aime. Bouche, ô mes délices, ô mon nectar, je t'aime. Regard unique, regard étoile, je t'aime. Main dont j'adore les mouvements, je vous aime. Nez singulièrement aristocratique, je t'aime. Démarche onduleuse et dansante, je t'aime. Ô petit loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On n'a jamais autant eu besoin de se dire « je t'aime ». Je vous souhaite une belle journée dans votre bulle ou à aider les autres, ceux qui actuellement sont en train de sauver des vies, ceux qui actuellement sont en train de nous permettre à nous, dans nos bulles, de continuer à vivre. Il faut les remercier, il faut leur dire « je t'aime ». Bonne lecture à tous, bonne journée, à bientôt.